Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre vidéo est consacrée au travail de l'artiste Bruno Pelassi. Bruno Pelassi est né en 1966 au Laos et il est décédé en 2002 à Nice, en France. Sa carrière a été très succincte, donc elle a duré une dizaine d'années seulement. Il a été formé à la joaillerie, il a travaillé aussi le textile, il a été assistant de l'artiste Fluxus Ben, il a été créateur pour la maison Swarovski. Sa pratique personnelle passe du travail vidéo sur bande magnétique à la performance, au travail du textile, donc au stylisme et à l'installation. Ce qu'il a fait connaître, ce sont deux séries, on va dire, de travaux qui sont les bestioles et les créatures. Donc on a un exemple ici des créatures, je vais revenir dessus juste après. Bruno Pelassi, il est très connecté à une sorte de constellation d'artistes, dans les années 90 en tout cas, qui sont proches de la Villa Arson. Florence Bonnefou, Jean-Luc Vernat, Jean-Luc Blanc par exemple. C'est des amitiés mais aussi des collaborateurs, des personnes avec qui il produit des pièces. Ils partagent ensemble un esprit assez caustique, de l'humour, mais aussi un intérêt pour le monde de la nuit, l'underground, le merveilleux quelque part, et aussi la question de la parade de manière plus générale. Ils détournent beaucoup de codes aussi de manière humoristique. Et Bruno Pelassi donc, a une existence très brève malheureusement, puisqu'il décède en 2002 des suites du sida, qu'il contracte très très jeune. Ce qui ne l'empêche pas d'être assez prolifique. Donc ces deux séries, les bestioles et les créatures, qui sont presque comme deux pendants d'une même personnalité ou deux pendants d'une même relation à la création, qui est traversée de manière assez intime par le virus qui l'affecte. Les bestioles, pour vous en dire quelques mots, ce sont une sorte de croisement entre des marionnettes, des jouets, des petits animaux domestiques un peu survoltés, des mécanismes et puis des éléments du décor et de la fête comme la perruque par exemple. C'est donc un ensemble, une sorte de cheptel sauvage, un petit bestiaire personnel que l'artiste crée de toutes pièces à partir d'éléments trouvés comme des mécanismes de jouets qui produisent des bruits, qui produisent des petits mouvements, des petits sursauts et auxquels il greffe, avec son savoir-faire artisanal qui lui est propre, des éléments, voilà, des chevelures, des costumes, etc. Et qu'il propage et qu'il laisse acquérir des territoires dans un espace de galerie, dans un espace d'exposition et qui envahissent, un peu, qui contaminent un petit peu malgré nous, de manière assez irritante, l'espace de l'exposition. Et puis, on va dire de l'autre côté du spectre, on aurait donc ces créatures, dont vous avez un exemple ici, qui sont beaucoup plus lentes déjà, et plus méditatifs, plus contemplatifs, plus peut-être précieux aussi dans leur apparence, moins, comment dire, hystériques que plutôt très fantomatiques, très spectraux comme ça. Et puis le travail est lui aussi un travail d'assemblage, lui aussi un travail de savoir-faire artisanal et qui mêle toutes ses compétences, c'est-à-dire le stylisme, l'orfèvrerie. Il a une manière ici de donner vie et mouvement à des sortes d'ectoplasmes qui sont ni vraiment animales, on pourrait rapporter ça un peu à une méduse, quelque chose d'assez comme ça volatile et transparent, mais aussi pourquoi pas un personnage qui aurait une forme de crête ou de couronne. Ici, il y a plusieurs entités qui sont en fait des structures d'orfèvrerie au centre, recouverts de petits voiles sur lesquels il réintervient encore et qui, au gré en fait de ce mécanisme qui est un mécanisme d'aquarium qui donne qui insuffle un peu de mouvement à l'eau à l'intérieur, l'effet effectue une sorte de chorégraphie, des petites volutes comme ça, des sortes de nouveau une forme de parade, mais ici très précieuse à nouveau. Et dans ces deux séries-là, il y a comme un écho aussi à ce qui se joue en lui artistiquement et physiologiquement, je dirais, qui est une sorte de dualité entre un instinct de survie très fort, une production très joyeuse, très intense, et une faiblesse, une vulnérabilité croissante du fait de sa maladie. Il y a vraiment une cohabitation de ces deux forces-là. Et contrairement à d'autres artistes qui ont pu travailler sur la question de la mort, la question de la maladie, de la faiblesse, il y a aussi une source d'inspiration très forte pour Pelassi
à travers la mort et la disparition, qui est une compagne, qui est presque une muse plus qu'une menace ou presque plus qu'une peur, et qui du coup traverse aussi son univers. Bruno Pelassi, initialement, a déjà un univers assez singulier qui est empreint de culture underground, de culture drag. Ses amis, je vous disais, Jean-Luc Vernat, par exemple, c'est un très bon exemple. C'est quelqu'un de très exubérant, qui a un rapport voilà, à l'identité, au personnage, à la manifestation, on va dire, un peu spectaculaire comme ça, qui est assez proche de celle de Leigh Bovary, par exemple, qui inspire beaucoup Bruno Pelassi. Mais il y a aussi un travail humoristique de détournement, comme celle de Natacha Le Sueur, avec des éléments, des textures, des choses qui sortent un peu de leur contexte et qui détournent, on va dire, la sensation de l'objet. Et il a un goût aussi pour l'occulte, pour le magnifique, le mystérieux, le merveilleux, qui passe par la question de l'ornement. Et cette question de l'ornement, en fait, lui, il disait en tout cas que c'était quelque chose une réminiscence de son enfance, quand il était au Laos, quand il était en Orient, en Asie, que son père voyageait, lui ramenait des choses, il y avait des étoffes, il y avait un souci aussi du décor qui était très important, qu'il a d'une manière ou d'une autre imprégné, et qu'on retrouve aussi dans ces personnages-là. Ce qui est assez beau, c'est que c'est toujours en mouvement. Comme je disais, cette mort, cette disparition, elle est compagne, elle est source d'inspiration. Et chez Pelassi, ce qui est constant, c'est le sens du mouvement, que ce soit dans son travail de filmique où la bande magnétique, bien sûr, elle s'abîme, elle s'érode à mesure qu'elle est lue et relue et repassée sur les têtes de lecture. Elle s'efface, mais il y a un travail de montage et c'est dynamique. Pour les éléments comme les bestioles ou les créatures, il y a aussi du mouvement. Saccadé, assez fort, assez régulier, ou extrêmement lent et dans la pesanteur comme celui-ci. Mais dans tous les cas, ça laisse une continuité à la vie et donc c'est une trace cette non-fixité, c'est une anti-agonie, c'est vraiment la vie qui se prolonge en fait, simplement. Et donc voilà, il y a une forte prégnance évidemment de cette génération SIDA, puisque les années 80 et 90, elle a décimé une très large partie de la population artistique aussi, évidemment, à l'époque, entre autres, et des artistes comme Félix González Torres, qui ont une toute autre manière de parler et de la maladie du sida, de la disparition aussi, ont quand même ce point commun d'avoir une délicatesse aussi dans la question des matières qui sont choisies, dans la suggestion aussi d'un passage d'un état à l'autre, d'un mouvement, d'une continuité, d'une métaphore liée à la contamination aussi qui est intéressante. Ici, dans les deux ensembles de Bruno Pelassi, que ce soit les bestioles ou les créatures, on a quand même cette métaphore en fait, du virus contre lequel il combat et avec lequel en fait, il apprend aussi à continuer à vivre.